Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les révisions du dimanche. Et aujourd'hui, nous verrons la partie 2 de l'industrialisation, la partie sous la Troisième République. La période qui nous intéresse ici s'appelle la Belle Époque. Elle se déroule de 1870-1880 à 1914. On y voit une amélioration globale du niveau de vie et la conquête de nouveaux droits sociaux, ainsi que le développement des bourses et du capitalisme, ainsi que de la mondialisation. Cette période commence par une crise économique en 1873 jusqu'en 1896 qui va mettre beaucoup de gens à la rue. Elle marque la fin de la première révolution industrielle et le début de la seconde révolution industrielle, qui se caractérise par l'invention de l'électricité et l'utilisation du pétrole et les inventions qui vont en découler. Désormais, parlons de tous les progrès technologiques mais aussi médicaux de cette période. Tout d'abord, l'un des plus grands est la création du premier plastique synthétique. Donc après, en 1879, on a Edison qui invente la première ampoule. Et puis après, en 1899, nous avons la découverte de la radioactivité par Marie Curie et Pierre Curie, et la découverte des rayons X par ces deux mêmes personnes. Le télégraphe se développe ainsi, et on voit l'arrivée de la radio et du téléphone au début du XXe siècle. On voit aussi dans le domaine médical l'invention du vaccin contre la rage par Pasteur et la découverte des microbes. Désormais, voyons les avancées dans les transports. Avec l'invention du moteur à explosion, nous avons l'introduction des automobiles, notamment avec Henry Ford, qui créera le Fordisme. Et puis après, nous avons l'invention des avions, mais aussi des zeppelins qui sont une sorte de gros ballons qui servent à faire voyager des passagers. Ils seront très utilisés jusqu'en 1937 à peu près, avec l'incident du Hindenburg. Et puis après, nous avons l'invention du métro, qui permet de pouvoir se déplacer au sein d'une ville. Dans le monde, en 1914, nous avons l'ouverture du canal de Panama, qui permet aux navires de ne plus faire le tour du continent américain pour passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique et vice-versa. Et puis après, en France, nous avons le fait que le chemin de fer couvre enfin toute la France. C'est l'apogée de sa puissance. Et puis après, aux États-Unis, nous avons que la côte Est est enfin reliée à la côte Ouest, ce qui lui permet d'avoir une emprise plus grande sur son territoire. Désormais, parlons des changements culturels et dans les loisirs. Tout d'abord, nous avons le premier Tour de France à vélo en 1903, que vous pouvez voir juste à côté sur une petite photo. Et puis après, nous avons l'ensemble des nouvelles expositions universelles, comme par exemple celle de 1889, où sera construite la Tour Eiffel. Et puis après, nous avons le développement du cinéma, à partir de 1900 jusqu'à 1914 à peu près, où on a plus de 200 salles nouvelles. Puis après, on a le développement du tourisme balnéaire qui permet à de nombreux touristes d'aller notamment dans le sud de la France ou dans l'ensemble des stations balnéaires qui couvrent la France. Et puis après, nous avons le retour des JO en 1896 qui donc est pris de l'Antiquité gréco-romaine et qui permettent le développement du sport, notamment du sport de loisir. Mais alors, quelle est la place des femmes dans la société de la Belle Époque? Donc, comme activité, elles font le plus souvent du travail au champ, pour celles qui habitent en campagne, à l'usine, pour celles qui habitent en ville, ou à la maison. Les femmes ne peuvent pas voter ni être élues, mais elles vont acquérir durant cette période beaucoup de nouveaux droits. Par exemple, avec la loi Camille C en 1880, les filles peuvent désormais accéder à une éducation laïque et gratuite, primaire et secondaire. Nous avons aussi le développement des mouvements féministes, donc par exemple dont leur principale porte-parole est Hubertine Auclé à l'époque. Et puis après, nous avons des femmes introduites à de nouveaux métiers, comme des métiers artistiques, institutrices ou même avocats, comme Jeanne Chauvin. Désormais, parlons de l'immigration. La France est l'un des premiers pays européens à faire appel à l'immigration de masse. En effet, sa croissance démographique se ralentit alors que le besoin de main-d'œuvre se fait de plus en plus sentir dans l'industrie, notamment à cause de la perte de la main-d'œuvre infantile. Donc nous avons un besoin croissant en immigration qui va venir de Belgique et d'Italie. Nous avons aussi l'appel aux travailleurs des colonies lors de la Première Guerre mondiale. Alors que les autres pays européens se vident de leur population qui préfèrent aller aux États-Unis pour vivre le rêve américain, la France a de plus en plus d'immigrés et elle atteint en 1914 près de 1 million d'immigrants sur son sol. Désormais, parlons des changements dans le monde paysan de 1880 à 1914.
Nous avons tout d'abord, dès 1880, une exode rurale massive, qui ne va laisser que 7 millions d'actifs agricoles en France en 1914. Ce qui va mener au développement d'une nouvelle agriculture. Tout d'abord, grâce à la mécanisation de masse, en effet, les machines vont doubler dans les champs de France dans cette période. Nous avons aussi l'invention et l'utilisation massive des engrais chimiques, et puis l'hybridation et les croisements génétiques qui vont permettre une croissance exponentielle de la production et l'apparition des grandes exploitations, notamment monocultrices aux États-Unis. Nous avons aussi la disparition finale et définitive des brassiers en Europe. Les paysans sont globalement pro-Troisième République. C'est ainsi que la Troisième République va faire en sorte de mettre des politiques protectionnistes afin de garantir leur vote. Désormais, parlons des changements dans le monde ouvrier. Nous pouvons voir que la population ouvrière devient de plus en plus importante. Elle passe de 3 millions en 1800 à 7 millions en 1914, ce qui représente près de 20 à 30% de la population en France à cette époque. Nous pouvons voir que les femmes deviennent de plus en plus importantes dans le monde ouvrier et leur nombre augmente drastiquement. Nous pouvons voir de plus une augmentation globale du niveau de vie, ce qui ne va pas empêcher le monde ouvrier de se politiser très largement. On voit un développement des syndicats, un développement d'une presse ouvrière et la naissance de représentants des travailleurs. On voit aussi la multiplication des grèves qui sont pour plusieurs droits sociaux. Cette époque se caractérise donc par la conquête de nouveaux droits sociaux. Par exemple, en 1900, une loi réduit le temps de travail limite à 10 heures. Et puis après, c'est l'invention de la protection du travail. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu. Et si jamais vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci et à la prochaine fois.